Je m'appelle Mason, j'ai 32 ans, et aujourd'hui j'ai découvert que ma propre famille avait commis un grand larcin contre moi. Avant de vous raconter le moment où le visage de mon frère est devenu de la couleur de la cendre froide, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si les familles sont aussi folles partout ailleurs dans le monde, ou si j'ai juste eu de la chance. C'était un mardi après-midi, le genre de mardi qui semble lourd, comme si l'air était plein d'eau, mais qu'il ne pleuvrait pas. J'étais parti plus tôt de mon travail d'architecte paysagiste. Je ne partais pas en vacances. Je n'étais pas malade. J'allais chez mes parents pour récupérer la seule chose qui comptait vraiment pour moi dans ce monde. Ma grand-mère, Eleanor, est décédée il y a 6 mois. Les funérailles ont été un flou de costumes noirs et de fausses larmes de personnes qui ne l'avaient pas visitée depuis une décennie. C'est moi qui lui ai tenu la main quand elle a rendu son dernier souffle. C'est moi qui savais qu'elle aimait son thé avec exactement une cuillère à café de miel et un filet de lait. Et dans son testament, elle m'avait laissé des instructions précises concernant sa bague en saphir. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était son héritage. Elle me racontait des histoires sur cette bague quand j'étais enfant, comment elle la portait lorsqu'elle voyageait à travers l'Europe, comment elle brillait au soleil de la côte italienne. Elle avait été évaluée à 50 000 $. Mais l'argent n'avait pas d'importance. C'était le souvenir. J'ai garé mon camion dans l'allée de mes parents. C'est une belle maison, trop belle pour leurs revenus, honnêtement. Mais mon père, Thomas, et ma mère, Catherine, ont toujours été des maîtres de l'illusion. Ils privilégient la façade au détriment des fondations. C'est un terme paysager, mais il s'applique aussi aux gens. J'avais les documents légaux sur le siège passager. L'avocat avait enfin terminé le processus successoral. La bague était à moi. Elle était censée être dans le coffre-fort mural du bureau de mon père où elle avait été gardée en sécurité depuis les funérailles. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma clé. La maison sentait le polish au citron et le pot pourri, cette odeur spécifique qui essaie trop fort de masquer l'odeur de vieux secrets. Maman, papa, ai-je appelé. Ma mère est apparue de la cuisine. Elle portait sa tenue de tennis, même si je savais pertinemment qu'elle n'avait pas joué au tennis depuis 5 ans. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette, son sourire serré. Il n'atteignait jamais ses yeux. Jamais avec moi. Mason, dit-elle, sa voix montant un peu trop haut. Nous ne t'attendions pas avant le week-end. Je t'ai envoyé un SMS, maman. Je t'ai dit que je venais chercher la bague. L'avocat a donné le feu vert. Je l'ai vu jeter un coup d'œil vers le salon. Mon père était assis là, lisant un journal. Il n'a pas levé les yeux. C'était mon premier indice. Mon estomac s'est noué. J'ai eu l'impression d'avoir avalé une pierre. Oh, oui, maman en a parlé. Je suis passé devant elle, directement dans le bureau. La peinture du navire en mer qui couvrait le coffre-fort mural était de travers. Je l'ai poussé de côté. La porte du coffre-fort était légèrement entr'ouverte, vide. La petite boîte en velours avait disparu. Je me suis retourné. Mes parents se tenaient maintenant dans l'embrasure de la porte du bureau. Ils ressemblaient à 2 adolescents pris en flagrant délit de fumer derrière le gymnase. Sauf qu'il n'y avait aucune culpabilité dans leurs yeux, seulement du défi. Où est-elle, ai-je demandé. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient. Je les ai serrées en poing sur mes côtés pour le cacher. Mason, assieds-toi, dit papa, parlant enfin. Soyons raisonnables. Je ne veux pas m'asseoir. Je veux la bague que grand-mère m'a laissée. La bague qui est légalement mienne. Maman soupira, le genre de soupir qu'elle poussait quand j'étais enfant et que je demandais quelque chose de trop cher pour Noël. Nous avons eu une urgence familiale, Mason. Urgence ? Je les ai examinés. Vous avez l'air bien. La maison tient debout. Quelle urgence ? C'est Julian, dit maman. Julian, mon frère aîné, l'enfant prodige, le garçon qui ne pouvait rien faire de mal, même lorsqu'il a craché 3 voitures avant ses 20 ans. Julian, qui était actuellement directeur des ventes dans une entreprise technologique, même si je suis presque sûr que son titre de poste réel était sensu professionnel. Il est blessé, ai-je demandé. Non, dit papa, s'avançant. Il avait besoin d'aide. Il va faire sa demande à Chloé. J'ai cligné des yeux. D'accord. Et, continua maman, lissant sa jupe.
Chloé vient d'une famille très importante. Vous savez, son père est dans le développement immobilier. Ils s'attendent à un certain standing. Les pièces se sont assemblées dans ma tête comme un piège à ours qui se referme. Vous lui avez donné la bague, ai-je murmuré. Nous ne la lui avons pas donnée, corrigea papa. Nous l'avons laissé l'utiliser pour la demande. Il doit faire bonne impression, Mason. Il ne peut pas faire sa demande à une fille comme Chloé avec un diamant acheté en magasin. Il a besoin de patrimoine. Il a besoin de poids. Ce n'est pas à vous de la donner, ai-je crié. Le son rebondit sur les murs d'acajou. Grand-mère me l'a laissé spécifiquement par mon nom. Tu ne sors même avec personne, Mason, claqua maman, abandonnant la façade gentille. Qu'est-ce que tu vas faire avec un saphir de 50 000 $? Le garder dans un tiroir? Julien construit un avenir. Il assure un mariage qui élèvera toute cette famille. Tu devrais être heureux pour lui. Tu devrais être fier d'y contribuer. Contribuer? J'ai ri. Un son sec et dur. Vous l'avez volé. C'est du vol. Un grand larcin. N'utilise pas ces mots avec nous, avertit papa, le visage tiré. Nous sommes tes parents. Nous avons décidé que la bague servirait un meilleur but au doigt de Chloé que dans ta poche. Quand tu trouveras une gentille fille, nous t'aiderons à acheter quelque chose d'approprié. Approprié? Je me suis rapproché d'eux. Vous pensez que voler mon héritage est approprié? J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Qu'est-ce que tu fais? Demanda maman, la panique vacillant enfin dans ses yeux. J'appelle la police, dis-je. Et ensuite j'appelle mon avocat. Tu ne ferais pas ça, ricana papa. Arrêter ton propre frère? Ruiner ses fiançailles? Tu serais le paria de cette ville, Mason. Pensive, veux-tu vraiment être le fils qui a envoyé son frère en prison pour un bijou? J'ai hésité. Il savait exactement où me frapper. Il savait que je détestais les conflits. Il savait que je valorisais la paix. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une bague. Il s'agissait de respect. Il s'agissait de grand-mère. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Une notification d'Instagram. J'ai regardé. C'était Julien. Il avait posté une photo il y a 5 minutes. C'était un gros plan d'une main parfaitement manucurée, la main de Chloé. Et là, posé sur son annulaire, se trouvait le saphir. Il était énorme, d'un bleu profond, entouré de diamants. La légende disait, elle a dit oui, je m'attache à l'amour de ma vie. Un homme offre le meilleur à sa reine. 50 000 $ à son doigt, mais elle n'a pas de prix pour moi. J'ai fixé l'écran. L'audace. Il se vantait du prix. Il utilisait le souvenir de grand-mère pour se faire valoir sur Internet. Il l'a posté, dis-je, montrant l'écran à mes parents. Il se vante de sa valeur. Elle est magnifique sur elle, dit maman, souriant à l'écran. Tu vois, elle y est à sa place. J'ai mis le téléphone dans ma poche. La rage dans ma poitrine s'est refroidie en quelque chose de dur et de froid. Quelque chose de dangereux. Tu as raison, dis-je doucement. Papa se détendit. Bien. Je savais que tu serais raisonnable. Je n'appelle pas la police, dis-je. Maman laissa échapper un soupir. Dieu merci. Je vais faire du thé. Non, dis-je en me tournant vers la porte. Je ne reste pas pour le thé et je n'appelle pas la police parce que je ne veux pas que Julien ait l'excuse d'être une victime. Je ne veux pas qu'il dise que son petit frère jaloux a ruiné son moment. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le soleil brillait dehors, vif et moqueur. Je vais la récupérer, leur ai-je dit. Et quand je le ferai, vous deux allez réaliser exactement ce que vous avez perdu. Vous n'avez pas seulement perdu une bague aujourd'hui. Vous avez perdu un fils. Oh, arrête d'être dramatique, appela maman alors que je marchais vers mon camion. Tu t'en remettras pour Thanksgiving. J'ai claqué la portière du camion. Je n'ai pas démarré le moteur immédiatement. Je suis resté assis là, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. J'ai regardé la maison, la pelouse parfaitement entretenue, la peinture fraîche, les mensonges. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais l'enfant de secours. Celui qui arrangeait les choses.
Celui qui s'occupait des aspects désagréables de la vie comme la maladie et la mort pour que Julien puisse briller sous les projecteurs. Il se trompait. J'ai démarré le moteur. Je ne rentrais pas chez moi. J'allais au seul endroit où la vérité existait encore. J'allais voir grand-père Isaac, m'éloignant de la maison de mes parents. La route s'est brouillée. Je ne pleurais pas. J'avais dépassé ça. Je vibrais de colère. Chaque borne kilométrique que je passais me semblait un souvenir que je ne voulais pas revisiter. Vous devez comprendre la dynamique. Dans ma famille, Julien était le soleil et le reste d'entre nous n'étions que des planètes espérant capter un peu de chaleur. Quand Julien a eu 16 ans, il a eu une Mustang neuve. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu la Mustang. Après que Julien ait bousillé la transmission et fumé dedans pendant 2 ans. Quand Julien est allé à l'université, mes parents ont organisé un gala. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention en architecture paysagère, ils m'ont envoyé une carte avec un billet de $50 à l'intérieur. Cela avait toujours été ainsi, sauf pour grand-mère Éléanore et grand-père Isaac. J'ai pris l'autoroute en direction de la communauté de retraite Shady Oaks. Le nom était une blague. Il n'y avait presque pas de chêne, et ce n'était pas particulièrement ombragé, mais c'était cher. Mes parents payaient le minimum, et je couvrais le reste de la facture chaque mois, près de $2000 de mon propre salaire, afin que grand-père puisse avoir une chambre privée et de la nourriture décente. Julien n'a pas versé un centime. Il disait que sa trésorerie était bloquée dans des investissements. J'ai repensé aux funérailles il y a 6 mois. La pluie était incessante ce jour-là. Nous étions debout près de la tombe. Le prêtre débitait des paroles sur la paix. Julien regardait sa montre, probablement inquiet de manquer un tea time. Maman pleurait, mais elle vérifiait son maquillage dans son poudrier toutes les 2 minutes. Je me souviens avoir regardé le cercueil et avoir eu l'impression que ma poitrine était écrasée. Grand-mère était celle qui m'avait appris à jardiner. C'était elle qui s'était assise avec moi quand j'avais échoué à mon examen de maths en 3e année et qui m'avait dit que j'étais intelligent d'autre manière. Après le service, l'avocat a lu le testament dans un petit bureau étouffant. À mon fils Thomas, je laisse la maison. À mon petit-fils, Julien, je laisse ma collection d'horloges antiques. Julien avait vendu ses horloges en 1 semaine. Je l'ai découvert plus tard. Et à mon petit-fils, Mason, l'avocat avait fait une pause, regardant par-dessus ses lunettes. Je laisse ma bague en saphir et l'acte de propriété du terrain de West Creek. Je me souviens que Julien avait ricané. La terre marécageuse. Bonne chance avec ça, Mason. Mais ensuite l'avocat a mentionné la bague. La bague en saphir évaluée à $50 000. Julien avait relevé la tête. Attendez, pourquoi il a la bague? C'est un homme. Je suis l'aîné. Je devrais avoir les bijoux à transmettre. Le testament est spécifique, avait dit l'avocat. Il va à Mason. Julien m'avait alors lancé un regard de pure prétention. Et maintenant, 6 mois plus tard, il avait pris ce qu'il croyait être légitimement sien. J'ai garé ma voiture sur le parking de la maison de retraite. C'était un bâtiment en briques, propre mais stérile. J'ai pris une profonde inspiration, me calmant. Je ne pouvais pas laisser grand-père me voir en rage. Il avait un cœur fragile, du moins c'est ce que disait le médecin. Personnellement, je pensais que son cœur était la chose la plus forte chez lui. J'ai franchi les portes automatiques. L'odeur m'a frappé instantanément. Antiseptique, légumes bouillis et désodorisants à la lavande. C'était l'odeur de la tante. Salut, Mason. La réceptionniste Sarah m'a souri. Il est dans la véranda. Merci, Sarah. J'ai trouvé grand-père Isaac assis près de la fenêtre dans son fauteuil roulant. Il avait 85 ans, frêle, la peau comme du papier parchemin, mais ses yeux étaient vifs. Il fixait un jet bleu dehors par la fenêtre. Salut, grand-père, dis-je, forçant une légèreté dans ma voix que je ne ressentais pas. Il s'est tourné. Son visage s'est illuminé. Le voilà, le seul homme millaire qui connaît la différence entre un pétunia et une pomme de terre. J'ai ri, tirant une chaise en plastique. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comme une charnière rouillée, dit-il, serrant ma main. Sa main était froide, mais sa poigne était étonnamment ferme. Mais je me sens mieux maintenant que tu es là. Tu as l'air mal en point,
mon fils. J'ai détourné le regard. Merci. Je suis sérieux. Il a tapoté ma main. Ta mâchoire est assez serrée pour casser une noix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a pas dit qui. Il savait. C'était toujours « il ». Mes parents. Julian. J'ai soupiré. Je ne pouvais pas lui mentir. Je suis allé à la maison aujourd'hui pour récupérer la bague. La bague de grand-mère. Le sourire de grand-père s'est estompé. Il s'est penché en arrière dans sa chaise. Et elle avait disparu. Il n'a pas halté. Il n'a pas eu l'air surpris. Il a juste hoché la tête lentement. Julian. Oui, dis-je, l'amertume transparaissant dans ma voix. Il a fait sa demande à Chloé. Il l'a postée sur Instagram. Il s'est vanté du prix. Maman et papa ont dit qu'il en avait besoin pour faire bonne impression. Ils ont dit que je n'en avais pas besoin parce que je ne construisais pas d'avenir. J'ai mis ma tête dans mes mains. Je me sens stupide, grand-père. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber grand-mère. Elle voulait que je l'aie. Le silence s'étira longuement. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère. Je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il exige que j'appelle la police, qu'il convoque son fils et qu'il lui crie dessus. Au lieu de cela, j'ai entendu un son inattendu. Un petit rire. Un rire sec et rauque qui s'est transformé en tout. J'ai levé les yeux. Grand-père Isaac souriait. Pas un sourire joyeux. Un sourire malicieux et complice. Le genre de sourire qu'un joueur de poker a quand il détient 4 et que son adversaire vient de tout miser. Laisse-le la garder, dit grand-père doucement. Je l'ai fixée. Quoi, grand-père? Cette bague vaut 50 000 $. C'est mon héritage. C'est la seule chose de valeur qu'elle m'ait laissée à part cette terre marécageuse. Maçonne. Grand-père se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à un chuchotement complice. Tu te souviens de 1998? J'avais 4 ans, grand-père. C'est vrai. Eh bien, en 1998, ta grand-mère et moi voulions acheter cette terre à West Creek. Celle dont tu as l'acte de propriété maintenant. Tout le monde disait que nous étions fous. Il disait que c'était inutile. Mais Eleanor, elle avait une vision. Elle savait que la ville s'étendait dans cette direction. D'accord, j'étais confus. Qu'est-ce que cela a à voir avec la bague? Nous n'avions pas l'argent pour la compte, dit grand-père, ses yeux pétillants. Il nous manquait exactement 45 000 $. Mon cœur s'arrêta. Elle l'a vendue, murmurai-je. Elle a vendu la pierre, corrigea grand-père. Elle a retiré ce grand et beau saphir de son certi et l'a vendu à un collectionneur privé à New York. Cela lui a un peu brisé le cœur, mais elle savait qu'investir dans la terre était plus intelligent que de porter une pierre à la main. Mais j'ai vu la bague aux funérailles dans la boîte. Elle avait l'air réelle. Bien sûr, elle avait l'air réelle. Grand-père se frappa le genou, ravi. Eleanor en a fait faire un duplicata. Une pâte de haute qualité, du verre au plomb, maçonne, magnifiquement taillée, parfaitement sertie dans la monture en or original, mais structurellement, c'est fondamentalement un morceau de pare-brise très cher. Ma bouche s'ouvrit, alors la bague que Julian a volée. La bague au doigt de Chloé vaut environ 50 $ en matériaux. Grand-père haleta, essuyant une larme de rire de son œil. Peut-être 100 pour la monture en or. Mais la pierre est fausse, maçonne. C'est un accessoire. Je me suis assis sur la chaise en plastique, mon cerveau essayant de traiter cela. Mon frère, l'homme qui se souciait plus des marques que des êtres humains, venait de faire sa demande à une socialité fortunée avec un morceau de verre. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait, ai-je demandé. Personne. Grand-père secoua la tête. Juste moi et Eleanor. Et maintenant toi. Tes parents pensent que c'est la vraie. Ils pensent que cette évaluation de 1990 est toujours valide. Un lent sourire commença à se répandre sur mon visage. La colère qui m'avait consumé quelques instants auparavant s'évapora, remplacée par un sentiment de justice froid et exaltant. Le visage de mon frère a pâli, marmonnai-je, imaginant le moment où il le découvrirait. Exactement, dit grand-père. Maintenant, écoute-moi. Ne dis pas un mot. Pas encore. Quand, ai-je demandé.
La fête de fiançailles, dit grand-père. C'est ce samedi, n'est-ce pas? Dans ce restaurant de grillade chic. Oui, le Gilded Fork. Emmène-moi, ordonna grand-père. Fais nettoyer mon costume. Je veux être là. Je veux porter un toast aux heureux mariés. Tu veux leur dire devant tout le monde? Maçonne. L'expression de grand-père devint sérieuse. Ils t'ont volé. Ils ont manqué de respect au souhait d'Éléanore. Ils t'ont traité comme si tu n'avais pas d'importance. Cette fois, ils ont appris que la valeur n'est pas ce qui brille. C'est ce qui est réel. Et cette terre que tu as eue, ce marécage? Oui. Vérifie les mises à jour de zonage pour West Creek. Il fit un clin d'œil. Mais fais-le après la fête. Pour l'instant, concentrons-nous sur le spectacle. J'ai regardé mon grand-père, cet homme frêle en fauteuil roulant qui était soudainement la personne la plus puissante de mon monde. Tu es un génie, grand-père. Je sais, sourit-il. Maintenant, va me chercher un petit pot de crème. Comploter une vengeance me donne faim. Les 3 jours suivants furent une leçon magistrale de maîtrise de soi. Je devais aller travailler, concevoir des jardins pour des clients riches et faire semblant de ne pas détenir un secret nucléaire. J'ai décidé que je devais être absolument sûr. La mémoire de grand-père était bonne, mais à 85 ans, les détails peuvent devenir flous. J'avais besoin de vérification. J'ai appelé mon ami Wyatt. Wyatt et moi étions allés au lycée ensemble. C'était le seul gars que je connaissais qui ne me méprisait pas de conduire un camion déglingué. Maintenant, il était gémologue certifié et possédait une petite mais réputée bijouterie en centre-ville. Salut, Maz. Wyatt m'a salué quand je suis entré dans sa boutique mercredi. Tu cherches quelque chose pour une heureuse élue ou tu te caches juste de ta famille? Je me cache principalement. Je me suis appuyé sur le comptoir. Écoute, j'ai une question hypothétique. Vas-y. Si quelqu'un avait une bague en saphir, une grosse, taille coussin antique, et qu'il voulait savoir si elle était vraie sans l'enlever du doigt, pourrait-il? Wyatt a ri. Pas précisément. Je veux dire, je peux repérer une mauvaise contrefaçon de l'autre bout de la pièce, mais un bon synthétique ou une pâte de haute qualité il faut une loupe. Il faut vérifier l'indice de réfraction. Pourquoi? J'ai hésité. Julian a fait sa demande à Chloé. J'ai vu Wyatt lever les yeux au ciel. Le caillou a $50 000. C'est partout sur Facebook. C'est pratiquement une célébrité en soi. Ta grand-mère le lui a-t-elle laissé? Non. Elle me l'a laissé. Ils l'ont prise. Wyatt a arrêté de polir une montre. Mec, c'est nul. Tu veux que je lui casse les rotules? Non. J'ai souri. J'ai entendu une rumeur selon laquelle ce n'est peut-être pas ce qu'il pense que c'est. Grand-père m'a dit quelque chose. Je me suis penché et j'ai chuchoté le secret sur le verre. Wyatt a laissé échapper un sifflement bas. Oh, c'est juteux. C'est délicieux. Mais attends, si Julian la montre partout, ne l'a-t-il pas fait évaluer? Le père de Chloé, c'est Monsieur Robert. C'est un requin. Il ne laisserait pas sa fille épouser un type sans vérifier les actifs. C'était un bon point, un point terrifiant. Si Julian l'avait fait évaluer, le pot au rose serait découvert, il saurait que c'est un faux. Je dois le découvrir, dis-je. J'ai quitté la boutique et me suis dirigé vers le bureau de Julian. Il travaillait dans un bâtiment au mur de verre dans le quartier technologique. J'ai garé mon camion à côté d'une rangée de Tesla et de BMW. Et là, elle était, sa voiture, une Porsche Panamera, noire, élégante, agressive. Elle était neuve. Il venait d'échanger sa Mercedes le mois dernier. Je me suis approché d'elle. Je n'avais pas l'intention de la rayer. Je ne suis pas un sauvage, mais j'ai remarqué quelque chose sur le siège passager. Une pile de papier. J'ai protégé mes yeux et j'ai regardé à travers la vitre. C'était un contrat de location, mais pas seulement un bail. C'était un document de financement à haut risque. J'ai vu le taux d'intérêt encerclé en rouge. 18%. 18%. C'était usurier. C'était le genre de taux que l'on obtient lorsque votre score de crédit est dans les chaussettes. Puis j'ai vu une autre enveloppe qui dépassait dessous le siège.
Elle portait un logo que je reconnaissais. Prêt sur gage. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Julien. Et petit frère. J'ai entendu dire que tu étais passé chez maman et papa. Ne sois pas un mauvais perdant. Viens au dîner de fiançailles. Amen grand-père. Monsieur Robert veut rencontrer tout le clan. Essaie de t'habiller comme si tu gagnais plus que le salaire minimum. J'ai fixé le texte. Il me narguait. J'ai attendu qu'il sorte. À 17h précise, Julien est sorti du bâtiment. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il avait l'air du succès, mais en regardant de plus près, j'ai vu les rides de stress autour de ses yeux. J'ai vu la façon dont il vérifiait son téléphone nerveusement. Mason, a-t-il appelé, me repérant. Il n'avait pas l'air content. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me traques? Je vérifie juste la nouvelle voiture, dis-je, m'appuyant contre la Porsche. Belle roue, chère, haut de gamme. Julien a souri, déverrouillant la portière. Les affaires sont florissantes, Maz. Tu ne comprendrais pas. Comment va le jardinage? L'aménagement paysager, ai-je corrigé automatiquement. J'ai entendu dire que tu avais fait évaluer la bague pour l'assurance. Julien s'est figé. Sa main plana au-dessus de la poignée de la portière. Il m'a regardé, les yeux plissés. Pourquoi ça t'intéresse? Juste curieux puisque c'était, tu sais, à moi. Julien a ri, mais son rire semblait forcé. Oui, je l'ai apportée à un type, un ami d'un ami. Je ne voulais pas la laisser dans un magasin, tu sais, trop précieuse. Et elle vaut 80 000 $ maintenant. Julien a menti. Je savais qu'il mentait. Son œil gauche a tiqué. C'était son signe révélateur. Appréciation du marché. J'en ai parlé à Monsieur Robert. Il a été impressionné. Il a dit que ça montrait une richesse générationnelle. C'est ce dont Chloé a besoin, Mason. La sécurité, pas un jardinier. 80 000 $, ai-je répété. Waouh. Oui. Alors, n'aie pas l'idée de la redemander. Elle fait partie de mon portefeuille maintenant. Il est monté dans la voiture et a fait vrombir le moteur agressivement. Alors qu'il quittait le parking en trombe, j'ai réalisé la vérité. Il ne l'avait pas fait évaluer officiellement. Il ne pouvait pas. S'il l'avait fait, il aurait dû l'assurer, et cela coûte de l'argent. Il improvisait. Il utilisait la réputation de la bague pour renforcer son statut auprès du père de Chloé. Il était probablement noyé sous les dettes. La voiture, les vêtements, le style de vie, et ce mariage était sa bouée de sauvetage. Il avait besoin des relations ou de l'argent de Monsieur Robert pour rester à flot. Et il utilisait un morceau de verre pour se frayer un chemin. Je suis remonté dans mon camion. Mon cœur battait la chamade. Ça allait être bien pire que ce que j'avais imaginé. Si la vérité éclatait, ce ne serait pas seulement embarrassant. Cela le détruirait financièrement. J'ai pensé à le prévenir. C'était mon frère après tout. Les liens du sang sont plus forts que tout. Puis je me suis souvenu du coffre-fort vide. Je me suis souvenu du sourire narquois. Je me suis souvenu qu'il m'avait traité de mauvais perdant en volant mon héritage. Les liens du sang sont peut-être plus forts que l'eau, mais le sang est aussi plus difficile à nettoyer quand il se répand. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon placard. J'ai sorti mon seul bon costume. Il était gris anthracite, simple mais bien coupé. D'accord, grand-père, ai-je murmuré à la pièce vide. Allons à la guerre. Le samedi soir arriva avec le poids d'une tempête imminente. Le ciel était couvert, reflétant l'humeur de mon ventre. J'ai passé 1 heure à aider grand-père Isaac à se préparer. Il a insisté pour porter ses vieilles médailles militaires sur son revers. Est-ce approprié pour une fête de fiançailles, ai-je demandé, ajustant sa cravate. J'ai survécu à une guerre, grogna grand-père. Je peux survivre à un dîner avec ta mère. Nous avons pris mon camion parce que le fauteuil roulant de grand-père ne rentrait pas dans une berline. Le lieu était le Gilded Fork, le restaurant de grillade le plus cher de la ville. Service de voiturier, lustre en cristal, serveurs qui ressemblaient à des mannequins. C'était exactement le genre d'endroit que Julien choisirait pour prouver qu'il appartenait à l'élite.
Lorsque nous sommes entrés dans la salle à manger privée, la fête battait déjà son plein. Il y avait une vingtaine de personnes. Mes parents étaient là, tenant des flûtes de champagne, l'air nerveux. Julien était en bout de table, son bras drapé autour de Chloé. Chloé était belle, je dois l'admettre. Blonde, élégante, portant une robe qui coûtait probablement $3000. Mais ses yeux étaient froids. Elle scannait la pièce, évaluant tout. Et là, à son doigt, sous les lumières des cristaux, se trouvait la bague. Elle étincelait férocement. Pour un œil non averti, elle était magnifique. Maçonne. Papa. Mon père Thomas s'est précipité. Il semblait soulagé de nous voir. Ou peut-être juste soulagé que nous ne portions pas de jean. Vous êtes là. Bien. Bien. Bonjour, Thomas, dit grand-père, d'une voix calme. Où veux-tu me garer? Ici, juste à côté de moi, dit papa. Il se pencha pour me chuchoter. Tiens-le tranquille, maçonne. Monsieur Robert est très particulier. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Monsieur Robert, le père de Chloé, était un homme qui semblait sculpté dans le granit. Il sirotait du scotch et écoutait Julien parler. Donc, le marché est volatile, disait Julien en faisant de grands gestes. Mais mes actifs sont diversifiés, immobilier, technologie, et bien sûr, des actifs tangibles comme les héritages familiaux. Il désigna la main de Chloé. Monsieur Robert hocha la tête d'un air approbateur. Intelligent, dit Monsieur Robert. Sa voix était profonde et rauque. J'aime un homme qui comprend la valeur. Chloé me dit que cette bague est dans votre famille depuis des générations. Depuis les années 1920, rayonna Julien. Le bien le plus précieux de ma grand-mère. Elle voulait que Chloé l'ait. J'ai senti la main de grand-père se serrer sur la coudoir de son fauteuil roulant. J'ai posé ma main sur la sienne pour le calmer. Pas encore, ai-je signalé. Nous nous sommes assis. Le dîner fut un flot de plats coûteux que je ne pouvais pas goûter. Bisque de homard, bœuf wagyu. Ma mère n'arrêtait pas de me lancer des regards, me prévenant silencieusement de me tenir tranquille. J'ai observé Julien. Il buvait beaucoup. Son visage était rouge. Il était ivre de son propre mensonge. Il n'arrêtait pas de toucher la bague au doigt de Chloé, la montrant à ses tantes et cousines. $50 000, l'ai-je entendu chuchoter à un cousin. Estimation conservatrice, probablement plus proche de 90 000 maintenant. Les yeux du cousin s'agrandirent. Tu dois vraiment l'aimer. Oui, dit Julien. Seulement le meilleur. La tromperie était physique. Cela me faisait frissonner. Il ne mentait pas seulement sur l'argent. Il mentait sur le sentiment. Il affirmait que grand-mère voulait que Chloé l'ait. Grand-mère n'avait jamais rencontré Chloé. Le dessert arriva. Un genre de gâteau au chocolat et paillettes d'or. Monsieur Robert se leva et frappa son verre avec une cuillère. La pièce se tut. J'aimerais proposer un toast, dit Monsieur Robert à Julien et Chloé. Quand Julien est venu me demander la main de ma fille, je lui ai posé une question. Pouvez-vous la protéger non seulement physiquement, mais fiduciairement? Pouvez-vous assurer son avenir? Il fit une pause, regardant Julien. Aujourd'hui, en voyant ce bel héritage, en voyant le respect de la tradition et de la valeur. Je crois que la réponse est oui. Bienvenue dans la famille, mon fils. Tout le monde applaudit. Julien avait l'air d'avoir gagné à la loterie. Il se leva, rayonnant. Merci, Robert. Cela signifie le monde pour moi. Je promets d'honorer cette bague et la femme qui la porte. Excusez-moi. Une voix rauque traversa les applaudissements. La pièce se figea. Tout le monde se tourna vers le bout de la table. Grand-père Isaac levait la main. Papa. Mon père siffla. Assieds-toi. Pas maintenant. Je suis assis, Thomas, claqua grand-père. Je suis en fauteuil roulant. Quelques rires maladroits parcoururent la pièce. J'aimerais dire quelques mots, dit grand-père, sa voix gagnant en force. À propos de la bague. Le sourire de Julien chancela. Il me regarda, la panique dans les yeux. Il pensait que je lui avais raconté le vol. Il ne savait pas que grand-père en savait plus. Laissez-le parler,
dit monsieur Robert, intrigué. C'est le grand-père. Allez-y, monsieur. J'ai fait avancer légèrement le fauteuil de grand-père afin qu'il puisse faire face à tout le monde. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau en cage. C'était ça. Cette bague, commença grand-père, pointant un doigt tremblant vers la main de Chloé. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, elle l'est, dit Chloé, souriant poliment. Ma femme Éléanore l'aimait beaucoup, continua grand-père. Elle la portait à Paris. Elle la portait à Rome. Elle la portait quand elle tenait Julien bébé. Ma mère sourit, pensant qu'il s'agissait juste du discours sentimental d'un vieil homme. C'est vrai, papa. Elle a tellement d'histoires. Oui, grand-père hocha la tête. L'histoire est une chose amusante. Il s'agit de ce que nous choisissons de nous souvenir et de ce que nous choisissons d'oublier. Il regarda directement Julien. Julien pâlit. Grand-père, peut-être pouvons-nous faire cela plus tard, commença Julien. Chut. Mon garçon, ordonna grand-père. L'autorité dans sa voix fit taire la pièce. Je veux vous raconter une histoire sur 1998. J'ai vu mon père froncer les sourcils. Il ne connaissait pas l'histoire. En 1998, dit grand-père, Éléanore et moi avons pris une décision. Nous voulions investir dans l'avenir de notre famille. Nous voulions acheter un terrain, mais nous manquions de liquidités. Alors, Éléanore a fait quelque chose de courageux. Il fit une pause pour les faits. Le silence dans la pièce était lourd, suffocant. Elle a apporté cette bague à un bijoutier à New York, dit grand-père doucement. Et elle a vendu le saphir. Le silence qui suivit les mots de grand-père n'était pas seulement calme. C'était un vide. Il aspirait l'air de la pièce. Excusez-moi, demanda Chloé, sa voix tremblante. Elle l'a vendu? Julien était figé. Il ressemblait à une statue d'un homme sur le point de s'effondrer. Elle a vendu la pierre, répéta grand-père, sa voix claire et retentissante. Pour 45 000 $. Nous avons utilisé l'argent pour acheter la propriété de West Creek. Mais, maman se leva, sa serviette serrée dans sa main. Papa, tu dois être confus. La bague est juste là. Regarde-la. Elle est bleue. Elle brille. Elle brille parce que c'est de l'excellent artisanat, dit grand-père, un sourire triste sur son visage. Éléanore a fait remplacer la pierre par une pâte de haute qualité. Le verre au plomb est un très joli bijou fantaisie qui vaut environ, je dirais 50 $, peut-être 75 $ avec l'inflation. Boum, l'impact. J'ai observé monsieur Robert. Son visage est passé de la confusion à la réalisation, puis à une fureur absolue en l'espace de 3 secondes. Il tourna lentement la tête vers Julien. Le visage de Julien n'était plus pâle. Il était gris. Cendreux. Il avait l'air de vouloir vomir sur la nappe. Est-ce vrai? Demanda monsieur Robert. Sa voix était calme. Dangereusement calme. Bégaya Julien. Je ne savais pas. Je le jure. Maman. Papa, dites-lui qu'elle est assurée. Elle est évaluée. Tu l'as fait évaluer, aboya monsieur Robert. Montre-moi les papiers tout de suite. Elle est au bureau. Je veux dire, mon ami l'a fait. Julien se noyait. Il se débattait. Tu as dit qu'elle valait 80 000 $, chuchota Chloé, fixant la bague à son doigt comme si c'était une araignée venimeuse. Tu as dit à mes amis que c'était une pièce de musée. C'en est une. La désespoir de Julien était pathétique. Grand-père est sénile. Il ne sait pas de quoi il parle. Regarde-la, Chloé. Elle est vraie. Je ne suis pas sénile, dit grand-père, sortant un morceau de papier plié de sa poche de veste. J'ai l'acte de vente de 1998 et le reçu pour le remplacement du verre. Maçonne, donne ceci à monsieur Robert. J'ai pris le papier jauni de la main de grand-père. J'ai contourné la table. Mes jambes semblaient lourdes, mais ma tête était claire. J'ai tendu le papier à monsieur Robert. Monsieur Robert a mis ses lunettes de lecture. Il a parcouru le document. Vendu un saphir taille coussin de 4 carats remplacé par un simulacre de verre synthétique. Il lut à voix haute. Il laissa tomber le papier sur la table.
Il regarda Julien avec un air de pur dégoût. Vous avez menti, dit monsieur Robert. Vous vous êtes tenu dans ma maison, avez bu mon scotch et m'avez menti en face à propos de vos actifs. Robert, s'il vous plaît. Mon père essaya d'intervenir. Nous ne savions pas. Nous pensions que c'était réel. Julien ne voulait pas, vous lui avez donné une fausse bague. Monsieur Robert se tourna vers mon père. Quel genre de famille êtes-vous? Des fraudeurs. Le reste de votre portefeuille est-il faux aussi, Julien? Cette voiture est-elle à vous? Ce travail est-il à vous? Les questions frappaient Julien comme des coups physiques. Je l'aime, murmura Julien. C'était la seule vérité qui lui restait, mais c'était trop peu, trop tard. Chloé se leva. Elle pleurait, mais c'était des larmes de colère. Elle lutta avec la bague. Elle était serrée à son doigt. Elle la tira, se faisant mal jusqu'à ce qu'elle saute, retombant avec un cliquetis sur l'assiette en porcelaine. Clinc. Ça sonnait comme du verre bon marché. Parce que c'en était. Dehors, siffla Chloé. Chloé. Bébé, attends. J'ai dit dehors, cria-t-elle. Prends ta bague en verre et va-t'en. Tu m'as embarrassé. Tu m'as humilié devant tout le monde. Julien, dit monsieur Robert, se levant de toute sa taille. Je pense que vous devriez partir avant que j'appelle la sécurité. Et ne contactez plus jamais ma fille. Si je découvre que vous avez utilisé mon nom comme levier pour des prêts, je vous enterrerai légalement. Julien regarda autour de la pièce. Ses amis, sa famille, les serveurs. Tout le monde le fixait. L'enfant prodige avait perdu son éclat. Il n'était qu'un type en costume de location avec une fausse bague. Il me regarda. Ses yeux étaient pleins de haine. Tu savais, articula-t-il. Je ne dis rien. Je me tenais juste à côté de grand-père, la main sur son épaule. Julien attrapa la bague de l'assiette et sortit de la pièce en trombe. Mes parents le poursuivirent. Julien, attends. Nous pouvons expliquer, cria maman. La porte claqua. La pièce fut de nouveau silencieuse, à l'exception du doux jazz jouant dans les haut-parleurs. Monsieur Robert nous regarda, moi et grand-père. Il prit une profonde inspiration, ajustant sa cravate. C'était un homme d'affaires. Il savait comment limiter les pertes. Je m'excuse pour la scène, dit monsieur Robert à la pièce. Puis il regarda grand-père. Merci, monsieur, pour votre honnêteté. Vous avez sauvé ma fille d'une erreur très coûteuse. Mieux vaut une dure vérité qu'un doux mensonge, dit grand-père. J'ai fait reculer le fauteuil roulant de grand-père. Nous allons partir maintenant. Prends le gâteau, chuchota grand-père. Je n'ai pas eu une bouchée. Je n'ai pas pris le gâteau. Je l'ai juste fait sortir de la salle privée, à travers le restaurant et dans l'air frais de la nuit. Mes parents étaient sur le parking, se criaient dessus. La Porsche de Julien était partie. Comment as-tu pu, cria maman en me voyant. Elle s'avança, le visage déformé. Tu as planifié ça. Toi et ce vieil homme. Ne parle pas de ton père comme ça, dis-je, ma voix basse. Nous n'avons pas fait mentir Julien. Nous ne vous avons pas fait voler. Nous avons juste mis les choses en lumière. Tout ce que vous voyez maintenant, c'est de votre faute. Tu as ruiné sa vie, hurla papa. Monsieur Robert va le mettre à l'index. Il est endetté, maçonne. Il en avait besoin. Alors peut-être qu'il aurait dû trouver un emploi au lieu de mon héritage, dis-je. J'ai aidé grand-père à monter dans le camion. J'ai plié le fauteuil roulant. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. Le trajet de retour vers la maison de retraite fut silencieux, mais c'était un silence confortable. J'ai bien fait, demanda grand-père après quelques kilomètres. Tu étais terrifiant, dis-je. C'était parfait. Bien, il pencha la tête en arrière contre le siège. Il avait l'air fatigué. L'adrénaline se dissipait. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Des SMS de Julien m'appelant de tous les noms. Des messages vocaux de maman pleurant, m'accusant d'être jaloux et rancunier. Mais il y avait un email qui se démarquait. C'était une notification d'un service juridique.
Monsieur Robert ne plaisantait pas. Il avait déposé une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre Julien concernant toute mention de sa société. Et, chose intéressante, un tuyau à l'IRS concernant les actifs de Julien. La semaine suivante fut un accident de voiture au ralenti pour ma famille. La Porsche de Julien fut saisie mardi. Je le sais parce que mon ami Wyatt a vu la dépanneuse au bureau de Julien et m'a envoyé une photo. Légende, le carrosse doré se transforme en citrouille. Apparemment, Julien avait contracté un prêt personnel massif pour payer le style de vie dont il avait besoin pour courtiser Chloé, utilisant la valeur estimée de la bague comme garantie auprès d'un prêteur privé. Lorsque la nouvelle a éclaté que la bague était fausse, le prêteur a immédiatement exigé le remboursement du prêt. Mes parents se démeneraient. Ils essayaient de refinancer leur maison pour renflouer Julien. Ils vendaient des choses. Je suis resté à l'écart. Je me suis concentré sur mon travail. Je me suis concentré sur grand-père, mais il restait une question en suspens, la bague. Vendredi, un colis est arrivé à mon appartement. C'était une enveloppe matelassée. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. C'était l'écriture irrégulière de Julien. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait la boîte en velours. J'ai ouvert la boîte. Le saphir en verre me fixait. Il était plus terne maintenant, dépouillé de son mythe. Il y avait une note. Prends ta merde. J'espère que tu t'étouffes avec. J'ai sorti la bague. Je l'ai tenue à la lumière. Ce n'était pas de la merde. C'était la bague que grand-mère portait. C'était la bague avec laquelle elle avait touché mon visage. C'était la bague qu'elle tordait nerveusement en regardant Jeopardy. Je l'ai mise sur une chaîne et l'ai accrochée à mon cou, la glissant sous ma chemise. Quelques jours plus tard, je suis allé rendre visite à grand-père à nouveau. Il était assis dans le jardin. « Tu l'as récupérée ?» demanda-t-il. « Oui. » J'ai sorti la chaîne pour lui montrer. « Bien », il hocha la tête. Maintenant, à propos de cette terre à West Creek. Le marécage ? Ce n'est plus un marécage, Mason, sourit grand-père. J'ai demandé à Andrew, mon avocat, d'y jeter un coup d'œil. La ville vient d'approuver un nouveau plan de zonage. Ils construisent un centre commercial et un parc. Ce marécage est en plein milieu de la route d'accès. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie, dit grand-père, que les promoteurs essaient de contacter le propriétaire depuis des mois. Depuis que l'acte de propriété t'a été transféré, les offres devraient arriver. Combien ? La dernière offre que j'ai entendue pour le lot voisin. Grand-père fit une pause. 2 millions. Je me suis étouffé avec ma propre salive. 2 millions, à peu de choses près, dit grand-père. Eleanor savait. Elle disait toujours, la terre est la seule chose dont on ne fabrique pas plus. Je suis resté assis là, le poids de la bague en verre contre ma poitrine, réalisant que si mon frère s'était battu pour le faux clinquant, grand-mère m'avait laissé la réalité boueuse, désordonnée, incroyablement précieuse. Et maman et papa, ai-je demandé. Ils savent ? Ils pensent que c'est un marécage. Grand-père haussa les épaules. Gardons ça comme ça pendant un certain temps. Laissons-les se concentrer sur les frais de justice de Julien. J'ai ri. C'était un vrai rire, profond et sonore. Mes parents avaient volé une bague à $50 et perdu un fils valant plusieurs millions de dollars. Ils avaient misé sur le mauvais cheval, la mauvaise valeur, la mauvaise vie. Tu sais ce que je vais faire, dis-je. Acheter une Porsche, taquina grand-père. Non, dis-je, je vais construire ce parc. Je vais concevoir l'aménagement paysager de ce centre commercial moi-même. Je vais nommer le jardin d'après grand-mère. Elle aimerait ça, dit grand-père doucement. Elle aimerait beaucoup ça. J'ai regardé le ciel. Il était bleu. Un bleu saphir profond et clair. Nous avons gagné, grand-père. Non, Mason. Il tapota ma main. Tu n'as pas seulement gagné. Tu as hérité de la vérité. Ça vaut plus que n'importe quelle pierre. Et alors que j'étais assis là avec l'homme qui m'avait élevé plus que mon propre père ne l'avait jamais fait, je savais qu'il avait raison. J'avais la bague. J'avais la terre. Mais surtout j'avais ma dignité. Et Julien,
la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il conduisait une Honda Civic de 2010 et travaillait comme jeune représentant commercial. Le karma est un moulin lent, mais mon Dieu, comme il moue finement. Le silence dans mon appartement après le fiasco de la fête de fiançailles n'a pas duré longtemps. C'était le calme avant une tempête, et je savais que les vents changeaient de direction. Pour la première fois de ma vie, la tempête ne me frappait pas. Elle arrachait le toit de la maison de mes parents et je regardais depuis la sécurité de ma propre intégrité. 3 jours après que Julien a rendu la bague, ce morceau de verre qui avait brisé sa vie, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé l'écran, hésitant à répondre. Je savais exactement ce que serait la conversation. Ce serait un voyage de culpabilité enveloppé de manipulation, servi avec une touche d'hystérie. J'ai décroché. Allô, maman. Maçonne. Sa voix était tendue. Essoufflée. Nous devons parler. Tu dois venir. Je suis occupé, maman. Le travail. C'est à propos de Julien, claqua-t-elle, perdant sa fragile contenance. Il est mal en point, maçonne. Monsieur Robert ne l'a pas seulement chassé du dîner. Il a retiré son influence. Julien a perdu son plus gros client ce matin. Les rumeurs se répandent. Les gens disent qu'il est un fraudeur. Il a menti sur ses actifs pour s'assurer un mariage et des prêts, dis-je calmement. C'est de la fraude, maman. Il a fait une erreur, cria-t-elle. Il essayait de construire une vie. Et toi et ton grand-père, vous l'avez humilié. Vous l'avez détruit pour un bijou qui n'était même pas vrai. Le bijou n'était pas le problème, dis-je, sentant cette vieille fatigue familière s'installer dans mes os. Le vol était le problème. Le manque de respect était le problème. Nous avons besoin d'argent, maçonne. Elle abandonna la prétention. Les créanciers de Julien appellent à la maison. Il a utilisé notre adresse pour certains de ses papiers. Il menace de saisie. Nous devons vendre la monture en or de cette bague. Je sais que la pierre est fausse, mais l'or est vintage. Ça vaut quelque chose. Apporte-la. J'ai ri. C'était un rire sombre et creux. Même maintenant, après tout, ils considéraient toujours mon héritage comme leur fonds d'urgence. Non, dis-je. Qu'est-ce que tu veux dire non? C'est la propriété de la famille. C'est ma propriété, ai-je corrigé. Et je ne vais pas faire fondre l'héritage de grand-mère pour payer les frais de leasing de Julien. S'il a besoin d'argent, il peut vendre ses clubs de golf ou trouver un deuxième emploi. J'ai raccroché. Ma main tremblait, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin tracé une limite qui tenait. Mais le véritable tremblement de terre s'est produit le mardi suivant. J'étais assis dans mon petit bureau à l'entreprise d'aménagement paysager, esquissant un design pour le patio d'un client, lorsque ma réceptionniste m'a appelé. Maçonne, il y a un monsieur ici pour vous. C'est Andrew Miller. Andrew, l'avocat de grand-père, l'homme qui avait géré la succession. Faites-le entrer. Andrew est entré, portant une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi. C'était un homme sérieux, dépourvu d'humour, mais plein d'une intelligence aiguisée. Il s'est assis, posant la mallette sur mon bureau avec un lourd bruit. Maçonne, il a hoché la tête. Comment va Isaac? Il va bien. Il mange trop de pudding, mais il est heureux. Bien. Andrew a déclipsé la mallette. Nous devons discuter de la propriété de West Creek. L'acte de propriété a été officiellement transféré à votre nom ce matin. Le greffier du comté a pris son temps, n'est-ce pas? Le marécage. J'ai souri. Grand-père m'a dit de vérifier le zonage. Andrew n'a pas souri. Il a sorti une épaisse pile de documents. Ce n'est plus un marécage, maçonne, et ça ne l'a pas été depuis longtemps. La ville de West Creek planifie une expansion commerciale depuis 5 ans. Votre grand-mère était au courant de la proposition initiale à la fin des années 90. C'est pourquoi elle l'a acheté. Elle jouait le long terme. Il a fait glisser une carte sur le bureau. C'était une carte de zonage. Ma parcelle de terrain, environ 4 acres de broussailles et d'herbes marécageuses, était délimitée en rouge vif. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était ce qui l'entourait. C'est la nouvelle sortie d'autoroute. Andrew a montré une ligne noire épaisse.
Et c'est le parc technologique et le centre commercial de luxe proposé. Ma terre était en plein milieu de la route d'accès. C'était la clé de voûte. Sans ma terre, la sortie d'autoroute ne pouvait pas se connecter au centre commercial. Ils ne peuvent pas construire autour, ai-je demandé. Pas sans dépenser des millions en ponts et en redirection de drainage, dit Andrew. Vous tenez là tout, Mason. Les promoteurs essaient de contacter la succession depuis 6 mois, mais en raison du blocage successoral, nous ne pouvions pas négocier. Maintenant, nous le pouvons. Il a sorti une lettre sur du papier épais. Ceci est arrivé hier. C'est une offre d'ouverture du Horizon Développement Group. J'ai pris la lettre. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique jusqu'à ce que j'atteigne le chiffre en bas. 2 400 000 $. 2,4 millions de dollars. L'air a quitté mes poumons. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le papier tremblant dans ma main. J'ai regardé la bague en verre suspendue à mon cou, glissée sous ma chemise. Grand-mère avait vendu un vrai saphir pour 45 000 $ pour acheter de la terre. Et cette terre valait maintenant une fortune. Elle avait transformé un objet de vanité en une dynastie. C'est réel, ai-je murmuré. Aussi réel qu'une crise cardiaque, dit Andrew. Et honnêtement, nous pouvons probablement les faire monter à 2,6 si nous tenons un mois. Mais je ne pousserai pas trop loin. Ils ont les moyens, mais ils ont des délais à respecter. 2,4, c'est bien, ai-je réussi à dire. C'est plus que bien. Il y a une chose, dit Andrew, ses yeux plissés. C'est maintenant un dossier public. Le transfert de l'acte de propriété, les changements de zonage. Tout est public. Votre frère travaille dans les ventes. Il se débrouille dans l'immobilier. Il lit les revues spécialisées. Comme sur commande. Mon téléphone portable a commencé à sonner. J'ai regardé l'identifiant. Papa, puis il s'est arrêté. Puis maman. Puis Julien. Ils savaient. Ils savent, ai-je dit à Andrew. Je m'en doutais. Andrew se leva. Mason, écoutez-moi. Légalement, cet argent vous appartient à 100%. Ce n'est pas une propriété maritale. Ce n'est pas une propriété familiale. C'est un héritage qui vous est laissé à vous seul, mais ils viendront le chercher. Ils supplieront, ils menaceront, ils poursuivront en justice. Vous devez être préparé. Je le suis, dis-je en me levant. Je me sentais plus grand, plus lourd. Qu'ils viennent. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce soir-là, je suis allé à la maison de retraite pour en parler à grand-père. Nous avons célébré avec du cidre de pomme pétillant. Il a ri jusqu'à en halter quand je lui ai donné le chiffre. 2 millions. Il gloussa. Oh Éléanore, quelle femme brillante. J'espère que tu regardes ça. Quand j'ai quitté la maison de retraite, je les ai trouvés qui m'attendaient. Mes parents et Julien se tenaient près de mon camion sur le parking. C'était comme une embuscade. Julien avait l'air terrible, mal rasé, portant un jogging, les yeux injectés de sang. Mes parents semblaient vieillis, leur visage tiré par l'anxiété et l'avidité. Mason, commença papa en s'avançant. Il tenta de poser une main sur mon épaule. Je reculai. Non, dis-je. Nous avons entendu, dit Julien, sa voix rauque. À propos du terrain, l'affaire West Creek. Les nouvelles voyagent vite, dis-je, déverrouillant mon camion. Nous devons parler de la répartition, dit papa, s'éclaircissant la gorge. Évidemment, grand-mère avait l'intention que ce terrain profite à toute la famille. Elle n'aurait pas pu savoir qu'il vaudrait autant. Si elle l'avait su, elle l'aurait partagé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, dis-je. Grand-père m'a dit qu'elle l'avait acheté comme un investissement et qu'elle l'avait laissé à la seule personne qui lui rendait visite, à la seule personne qui tondait sa pelouse, à la seule personne qui ne lui volait pas. Je n'ai pas volé, hurla Julien. C'était un malentendu. Et maintenant, Mason, regarde-moi. Je suis ruiné. Je n'ai rien. Chloé est partie. Mon travail est parti. Ils vont me ruiner. Tu as 2 millions de dollars qui arrivent. 2 millions? Tu ne peux pas simplement garder ça. Nous sommes frères. Nous n'étions pas frères quand tu as pris la bague, dis-je doucement. Nous n'étions pas frères quand tu as raillé mon travail.
Nous n'étions pas frères quand tu as laissé maman et papa me traiter comme laide pendant que tu jouais le prince. Nous t'avons élevé, hurla maman, les larmes coulant sur son visage. Nous t'avons donné un foyer. Nous t'avons nourri. Tu nous dois. Je ne vous dois rien. Je la regardai droit dans les yeux. J'ai payé mes propres études. Je paie les soins de grand-père. Je paie ma propre vie. Vous avez tout donné à Julien. Vous avez parié sur lui. Vous avez mis toutes vos mises émotionnelles et financières sur l'enfant prodige. Je désignai Julien qui tremblait dans l'air frais de la nuit. Eh bien, regardez votre investissement. Je dis, il s'est effondré. Vous ne pouvez pas encaisser mes parts simplement parce que votre portefeuille a échoué. Espèce de salaud égoïste, cracha Julien, se jetant sur moi. Je ne bronchais pas. Je le regardais simplement. Il s'arrêta à quelques centimètres de mon visage, ses mains tremblantes. Il était faible. Il avait toujours été faible. Soutenu par nos parents complices. Je vais vendre le terrain, dis-je, ma voix résonnant dans le parking vide. Et savez-vous ce que je vais faire avec l'argent? Ils attendaient, l'espoir vacillant dans leurs yeux. Peut-être pensaient-ils que je dirais que je leur achèterais une maison ou que je paierais les dettes de Julien. Je vais construire un parc, dis-je. Un jardin public gratuit pour tous. Je vais utiliser mon diplôme, celui dont vous vous êtes moqué, pour concevoir quelque chose de beau. Et je vais l'appeler le jardin commémoratif Eleanor Miller. Tu le gaspilles, hurla papa. Tu le jettes en l'air pour des fleurs. Ce n'est pas un gaspillage. J'ouvris la portière de mon camion. C'est un héritage. Quelque chose de réel. Quelque chose qui dure plus longtemps qu'un leasing de Porsche. Je montai et démarrai le moteur. Maçonne. Maman frappa à la fenêtre. Maçonne, s'il te plaît. Juste un prêt. 10 000 $ juste pour aider avec les avocats. Je la regardai à travers la vitre. Je vis le désespoir, mais je vis aussi la manipulation. Si je leur donnais 10 $, ils reviendraient pour 20. Si je leur donnais 10 000 $, ils voudraient 100 000. J'ai enclenché la marche arrière. Alors que je m'éloignais, je les ai observés dans le rétroviseur. 3 silhouettes debout sous le lampadaire vacillant, rapetissant de plus en plus jusqu'à n'être que des ombres dans l'obscurité. J'ai touché la bague sous ma chemise. Elle était chaude contre ma peau. Au revoir, ai-je murmuré. Cette nuit-là, j'ai signé les papiers avec Horizon Développement Group, mais j'ai ajouté une clause. Ils pouvaient avoir la façade commerciale, mais les 3 acres bordant le ruisseau restaient avec moi. J'allais construire ce parc, et j'allais construire ma vie selon mes propres termes. 2 ans plus tard, le soleil matinal frappait les feuilles des érables japonais que j'avais plantés, les transformant en un cramoisi brillant et translucide. Je me tenais sur le chemin de pierre, une tasse de café à la main, respirant l'odeur de la terre humide et du jasmin en fleurs. C'était terminé. Le jardin commémoratif Eleanor Miller était ouvert au public. Ce n'était pas un parc immense, mais c'était un joyau. Il avait des sentiers sinueux, un bassin à carpe koi, des bancs dédiés à l'histoire locale, et une aire de jeu pour enfants construite en bois naturel, pas en plastique. Je me suis dirigé vers le centre du jardin. Là, sur un piédestal de granit, se trouvait une statue de bronze d'une femme assise sur un banc lisant un livre. C'était grand-mère. J'avais engagé un artiste local pour la sculpter à partir d'anciennes photos. Autour du cou de la statue, j'avais incorporé un petit détail, une bague sculptée dans le bronze. C'était subtil, mais je savais qu'elle était là. Salut, patron. Je me suis retourné. C'était Wyatt. Il portait un gilet haute visibilité. Il n'était plus seulement mon ami bijoutier. Il était mon chef de projet. J'avais utilisé l'argent de l'héritage pour créer ma propre entreprise, Legacy Landscape, et Wyatt, cherchant à changer de la routine du commerce de détail, était venu pour s'occuper des opérations. Salut, Wyatt, comment se porte le système d'irrigation dans le cadran est? Parfait, sourit Wyatt. La pression est stable. Au fait, nous avons eu une autre demande. La ville veut que nous redessinions la place du centre-ville. C'est le 3e contrat ce mois-ci, maçonne. Nous allons devoir embaucher plus d'équipes. Bon problème à avoir. J'ai souri. Ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée.
Je n'étais pas seulement riche. J'étais respecté. Mon travail parlait de lui-même. J'avais des clients qui attendaient 6 mois juste pour une consultation. Je conduisais maintenant un beau camion, un neuf, fiable, payé en espèces. Mais je vivais toujours simplement. J'avais acheté une maison près du jardin, un endroit avec de grandes fenêtres et beaucoup de lumière. Et grand-père Isaac. Il n'a pas pu assister à l'ouverture. Il est décédé il y a 6 mois paisiblement dans son sommeil, mais il a vécu assez longtemps pour voir les plans. Il a vécu assez longtemps pour voir la première pelle toucher la terre. J'ai payé une infirmière privée pour sa dernière année. Je l'ai fait déménager de Shady Oaks dans une suite de luxe d'où il avait une vue sur la rivière. Chaque dimanche, nous mangions des petits pots de crème et regardions le football. Il est mort en sachant qu'il avait gagné. Il est mort en sachant que j'étais en sécurité. Dans son testament, il m'a laissé tout ce qui lui restait. Ses médailles, sa montre et une lettre. La lettre est encadrée dans mon bureau. Elle dit, les valeurs sont comme des racines. On ne les voit pas, mais ce sont les seules choses qui vous maintiennent debout quand le vent souffle. Je suis fier de toi, jardinier. Quant à ma famille, j'aimerais pouvoir dire qu'ils ont appris leur leçon. J'aimerais pouvoir dire qu'ils se sont excusés et que nous nous sommes réconciliés. Mais la vie n'est pas un film Hallmark. Julien a déclaré faillite. La honte de la fausse bague et l'enquête pour fraude financière menée par l'IRS l'ont brisé. Il a perdu son emploi, son condo et sa réputation. Il est retourné vivre chez maman et papa. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans une agence de location de voitures près de l'aéroport. Je l'ai vu une fois de loin alors que je prenais l'avion pour une conférence sur l'aménagement paysager. Il avait l'air plus vieux. Il avait l'air fatigué. Il essuyait le tableau de bord d'une berline, portant un polo bon marché. Je ne l'ai pas approché. Il n'y avait plus rien à dire. Mes parents ont dû réduire la taille de leur maison. Ils ont vendu la grande maison, celle avec la façade, et ont emménagé dans une maison de ville de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Ils étaient amers. J'ai entendu dire par le bouche à oreille qu'ils racontaient à qui voulait l'entendre que leur fils ingrat avait volé leur héritage et les avait abandonnés. Ils ont essayé de me poursuivre en justice, bien sûr. Peu après l'affaire du terrain, ils ont trouvé un avocat assez désespéré pour prendre l'affaire. Ils ont prétendu une influence indue sur grand-mère, mais Andrew les a anéantis devant le tribunal. Il a produit des décennies de dossiers médicaux prouvant la lucidité d'esprit de grand-mère, et il a produit le registre des visiteurs de sa maison. Mason Miller, 452 visites. Thomas et Catherine Miller, 12 visites. Julian Miller, 3 visites. Le juge a rejeté l'affaire en 20 minutes et leur a ordonné de payer mes frais de justice. Ce fut le coup de grâce financier. Je me suis dirigé vers le banc à côté de la statue de grand-mère. Une jeune femme était assise là, lisant un livre pendant que son bambin poursuivait un papillon près des fleurs. « C'est magnifique ici, dit-elle, levant les yeux vers moi. Mon fils adore les fleurs. Merci d'avoir construit cela. De rien, dis-je. Ma grand-mère aurait adoré le voir courir. Je me suis assis à l'autre bout du banc. J'ai fouillé dans ma chemise et j'ai sorti la bague, le saphir en verre. Je la portais toujours tous les jours. Les gens me demandaient parfois pourquoi un architecte paysagiste millionnaire portait un bijou fantaisie bon marché. Je leur disais la vérité. Cette bague, disais-je, tenant le verre au soleil, vaut $50. Mais elle m'a sauvé la vie. Elle m'a appris la différence entre le prix et la valeur. Elle m'a appris que les gens qui vous aiment veulent que vous ayez la vraie chose, la terre, l'avenir, la vérité. Et les gens qui vous utilisent ne s'intéressent qu'à l'éclat. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Chloé. Oui, cette Chloé-là. Nous nous étions rencontrés par hasard dans un café 1 an après la rupture. Elle s'était excusée. Elle m'avait dit qu'elle se sentait horrible de la façon dont elle m'avait traité au dîner. Nous ne sortions pas ensemble. Elle n'était pas mon type. Trop d'énergie de femme exigeante, mais nous étions amis. Chloé, salut, j'ai vu l'article sur le jardin dans le magazine de la ville. Ça a l'air incroyable. Julien a essayé de m'ajouter en ami hier. Je l'ai bloqué. J'espère que tu vas bien. J'ai ri et j'ai répondu. Très bien. Merci. J'ai rangé mon téléphone.
J'ai regardé le jardin. C'était mon héritage. Pas l'argent à la banque, bien que ce soit agréable. Mais cette paix, cette capacité de s'asseoir sur un banc au milieu d'un mardi et de se sentir absolument et complètement suffisant. Je n'étais plus le plan de secours. Je n'étais plus le bouc émissaire. J'étais le jardinier. J'avais élagué les branches mortes de mon arbre généalogique. Et pour la première fois, je laissais la lumière du soleil frapper le sol. Je me suis levé, j'ai bu une gorgée de mon café, et je suis retourné vers mon équipe. Nous avions du travail à faire. Il y avait une installation de fontaine dans le coin nord qui nécessitait mon approbation. En marchant, j'ai touché les médailles sur mon propre revers, les médailles de grand-père. Je les portais lors d'occasions spéciales maintenant. Aujourd'hui n'était qu'un mardi, mais cela me semblait spécial. Chaque jour de liberté me semblait spécial. Grand-père avait raison. Qu'il garde la fausse bague. Qu'ils aient l'illusion. Je prendrai la terre. Je prendrai le travail. Je prendrai la vérité. Parce qu'en fin de compte, le verre se brise. Mais la terre demeure. Cette histoire ne parle pas seulement d'une bague ou d'un frère vindicatif. Elle parle de la différence fondamentale entre la valeur nette et l'estime de soi. Nous vivons dans un monde obsédé par l'étalage, les voitures flashy, les gros diamants, les publications Instagram soignées. Mon frère Julien et mes parents ont passé toute leur vie à courir après l'apparence de la richesse au point de sacrifier leur intégrité et leurs liens familiaux pour la maintenir. Ils ont valorisé le symbole de l'héritage, la bague, plus que la source de l'héritage, grand-mère Éléanore. En revanche, grand-mère et grand-père comprenaient que la vraie valeur est souvent cachée. Elle est dans la terre marécageuse qui semble laide mais recèle un potentiel. Elle est dans les moments silencieux de prise en charge, pas les moments bruyants de célébration. En courant après le faux éclat, ma famille a perdu le vrai trésor. À la fois la terre d'une valeur de plusieurs millions de dollars et la relation avec un fils qui les aurait soutenus. Alors, voici ma question pour vous. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où vous avez dû choisir entre paraître réussi et être réellement fidèle à vous-même? Ou avez-vous déjà découvert que quelque chose ou quelqu'un que vous sous-estimiez s'est avéré être la chose la plus précieuse de votre vie? Je veux entendre vos histoires. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre perspective. Ou si vous êtes d'accord que l'intégrité est l'héritage ultime. Commentez simplement le mot « bien » pour que je sache que vous avez tenu bon avec grand-père Isaac et moi jusqu'à la toute fin. Votre interaction et de l'histoire a touché plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable d'être le bouc émissaire qui s'en va pour construire son propre jardin. Merci d'avoir écouté.